Et nous voici réunis pour la suite de la fameuse invasion de la Sicile par les ours, chapitre 10. Précédemment, nous avons vu que le professeur De Ambrosis s'est fait voler sa baguette magique. Premier mystère, on ne sait pas qui a fait le coup. Puis la banque s'est fait cambrioler. Et là aussi, on ne sait pas qui a fait le coup. Mais l'ours Jasmin mène l'enquête. Il paraît bien niais à plusieurs ours qu'il observe. Mais l'air de rien, il relève des indices qui sont extrêmement importants sur les lieux du crime, des cheveux de Ambrosis et des poils d'ours. Ainsi, les ours sont dans le coup de la banque cambriolée. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Chapitre 10. Ainsi, au courrier du lendemain, le roi Léonce reçut le billet suivant, que nous reproduisons textuellement avec toutes ces fautes d'orthographe. On dit des erreurs d'orthographe normalement, car Jasmin avait toujours été assez cancre à l'école. Mon bon roi, tu réchauffes une vipère. Réchauffe avec AU normalement. Vipère, E accent grave, c'est un serpent, qui t'a fait commettre une erreur judiciaire. Un innocent est sous les verrous, à la grande joie du filou. Parce que précédemment, le professeur De Ambrosis a été mis sous les verrous, il a été incarcéré, mis en prison, sans preuve et sans chef d'inculpation contre lui. Et c'est l'ours salpêtre, le chambellan, le conseiller du roi Léonce, qui l'a fait incarcérer. Et c'est pour ça que Jasmin lui dit « Tu réchauffes une vipère ». La vipère qu'il vise, c'est l'ours salpêtre. Un innocent est sous les verrous à la grande joie du filou. Le filou est aussi l'ours salpêtre. Ici, Jasmin fait parler à Léonce et lui dit ce qu'il lui dirait là. Toi, le roi Léonce, tu dis « Parle s'il ne s'agit de faux bruits ». Il intime à Jasmin l'ordre de parler. Moi, Jasmin répond, je ne tiens pas à avoir des ennuis. Néanmoins, un de ces soirs, fais donc un tour aux 5 rue de la Tombe Issoire. N'oublie pas de te mettre en jaquette de soirée ou en frac. Avant le lendemain, tu remercieras Jasmin. Un frac, c'est un habit noir de soirée ou de cérémonie. Très très chic, très élégant. Remarquez les erreurs d'orthographe. N'oublie pas, il manque le E. Avant, tu remercieras, il manque le S. Je ne tiens, il manque le S. Bruit, il manque le T. S'agit, il manque le T. Et ainsi de suite. Ensuite, qu'est-ce que c'était que cette nouvelle diablerie? Un nouveau mystère? Comme s'il n'y en avait pas suffisamment comme ça, le roi ne savait plus à quel saint se vouer. Cependant, ayant toujours éprouvé de la sympathie pour Jasmin, il résolut de suivre ses conseils. Lorsque la nuit fut venue, ayant revêtu pour la première fois de sa vie un habit de soirée, car il détestait les vêtements de quelque nature qu'ils fussent, il se rendit tout seul à l'adresse indiquée. Les rues étaient entièrement désertes. Aux 5 rue de la Tombe Issoire se trouvait un élégant hôtel particulier, c'est-à-dire un grand bâtiment qui appartient à quelqu'un de privé, ce n'est pas un lieu public. Le roi frappa, la porte s'ouvrit. Un majordome galonné lui fit gravir un petit escalier, au sommet duquel s'ouvrait, ô merveille, une grande salle. Un majordome principal domestique d'une riche maison. C'est un domestique habillé très élégamment qui est le chef des domestiques. Où Léonce, muet de stupeur, vit une dizaine d'ours extrêmement élégants, certains même portant monocle, se livrant à des jeux de hasard. Un monocle est un petit verre que l'on porte sur un œil pour mieux voir quand on est myope. Des phrases confuses s'entrecroisaient. « Joli coup! Capot !» criait l'un. « 10 000, 20 000 pour moi !» Capot, au jeu de cartes, on est capot quand on ne fait aucune levée. On ne ramasse aucune carte. Et un autre. À sec, malédiction, je suis ruiné, canaille. Au gré capricieux de la chance, de petits tas d'or changeaient de main avec une extraordinaire rapidité. C'est-à-dire, selon la chance des uns ou la malchance des autres, les pièces d'or allaient d'un côté à l'autre de la table selon que les ours ramassent de l'argent ou perdent de l'argent. Ici ou là, s'élevaient des querelles. Des querelles, ce sont des bagarres, des disputes. Quelle dépravation, quelle honte!
Quand on est dépravé, c'est lorsqu'on se laisse aller à des activités peu recommandables. Mais son sang se glaça dans ses veines lorsque ses regards se portèrent vers le fond de la salle. Savez-vous qui se trouvait là? Tonin, son fils Tonin, en train de gaspiller son salaire de jeune prince et qui en était déjà à jouer ses dernières pièces de monnaie. Assis à sa table se trouvaient 3 ours d'assez mauvaise mine, à l'expression patibulaire. Patibulaire, quand on est patibulaire, vous connaissez peut-être l'ours patibulaire, c'est louche qui n'inspire pas confiance. L'expression patibulaire, pardon. L'un d'eux disait: Pressons, jeune homme, tu me dois encore 500 sequins. Des sequins, ce sont des anciennes monnaies d'or. Donc, ça vaut beaucoup d'argent. Et son ton était si menaçant que Tonin, épouvanté, n'ayant plus un sou vaillant, il n'avait plus de sou sur lui, arracha de son cou le précieux pendentif en or que son père lui avait donné pour son anniversaire et le jeta sur le tapis vert. « Malheureux !» hurla alors le roi, encore sur le seuil. Puis il se précipita à travers la salle, empoigna son fils au collet, c'est-à-dire au niveau du col. Sans s'inquiéter des protestations des joueurs qui ne l'avaient pas reconnu, le traîna jusqu'à la sortie et de là sans prononcer un mot jusqu'au palais. Tonin, mortifié, sanglotait. Mortifié parce qu'il ne sait que dire. Hein. Il a été vu par son père et il est au 36e dessous. Il est complètement désolé et se rend compte de sa bêtise. Hein. Tonin, mortifié, sanglotait. Des mesures énergiques s'imposaient. Le matin même, l'ignoble tripot fut occupé par la police. Un tripot, c'est une maison de jeu mal fréquentée. C'est comme un casino, mais pas légal. Hein. C'est pas autorisé par la loi. Fut occupé par la police qui n'y trouva que le petit personnel, c'est-à-dire les cuisiniers, les hommes et femmes de ménage, les serveurs. Personne ne savait qui était le patron. La maison de jeu avait 3 étages. Au rez-de-chaussée, salle de roulette, bar et vestiaire. Vestiaire, l'endroit où l'on laisse sa veste. Au premier étage, grand salon pour les jeux de cartes, plus un réduit dans lequel le mystérieux tenancier du tripot entassait ses gains. Le tenancier, c'est celui qui tient le lieu, c'est celui qui s'occupe du lieu et qui fait tourner l'endroit. Au deuxième étage, cuisine et salle de banquet. Banquet, c'est un très grand repas où on mange beaucoup. Au troisième et dernier étage, office, c'est un bureau, dortoir pour le personnel où était installé un jeu de quilles et une petite chambre punitive dans laquelle les joueurs, surpris à tricher, étaient d'abord fessés à coups de tapettes à habits. On leur botte les fesses avec une tapette, puis contraints d'apprendre par cœur des poésies éducatives comme La cigale et la fourmi. Cela parce que la direction voulait, avec une grande hypocrisie, donner à entendre que la maison n'était fréquentée que par des ours bien élevés. Alors, je vous montre le dessin de Dino Buzzati pour que vous compreniez à quoi ressemblait ce tripot. Ici, nous avons la petite chambre punitive où les ours se faisaient fesser lorsqu'ils avaient triché. Et ici, on voit la personne qui leur fait apprendre des fables de La Fontaine. Ici, le jeu de quilles. Ici, les réserves de nourriture et surtout d'alcool. On voit les cuisines, on voit la salle de banquet, des ours sont en train de faire bonne chère, de bien manger, les escaliers, on y fait monter certainement un tricheur pour qu'il se fasse corriger avec la fameuse tapette à habits, n'est-ce pas? Ici, on voit un serviteur, la réserve d'argent du tenancier qui empile les pièces d'or. Ici, on y voit le roi Léonce qui emmène Tonin, qui l'a surpris. On voit les joueurs qui sont indignés parce que Tonin leur doit de l'argent. Ensuite, nous voyons la roulette, le bar et une femme de chambre et le vestiaire où les ours laissent leur chapeau. Le roi Léon sur les indications de Jasmin, l'ours détective. Visite un hôtel particulier rue de la Tombe Issoire et y découvre un
Tripot, autrement dit une maison de jeu. Ce n'est pas tout. Il surprend son fils Tonin gaspillant à ce vice ruineux tout ce qu'il possède. Tonin gaspille son argent. Il ne l'utilise pas pour de bonnes choses. Alors, il emmène... Toute cette histoire bouleversa le roi Léonce. Donc, l'arrestation du magicien n'avait pas suffi à extirper tout le mal. Extirper, c'est-à-dire faire sortir. À qui pouvait appartenir cette maison de jeu? Et pourquoi Jasmin n'avait-il pas eu le courage de s'expliquer plus clairement? Plus le roi y pensait et plus ses idées s'embrouillaient. Néanmoins, il en arrivait toujours à la même conclusion. Quelqu'un qui n'était pas le professeur d'Ambrosis semait et corruption chez les ours. Crime et corruption, la corruption, dégradation des comportements. On corrompt les ours, on les amène à faire des choses pas recommandées. Ce devait être une personne riche, influente et extrêmement rusée, qui agissait dans l'ombre, attentive à ne pas laisser surprendre, à ne pas se laisser surprendre, pardon. Qu'on tarde à la démasquer et adieu, paix et tranquillité. Alors le roi Léonce, pour prendre conseil et tâter le terrain, organisa une assemblée générale. Hommes et ours, délaissant loisirs et affaires, se réunirent sur la place où s'échangea le dialogue suivant. Le roi d'une voix tragique. Qui a volé une baguette magique? Les hommes en chœur. Pas nous, pas nous. Les ours idem. Ni nous, ni nous. Le roi. Salpêtre. Tu ne soupçonnes vraiment personne? Salpêtre. Il semble que nous ayons, Majesté, des questions plus urgentes à traiter. Le roi. Eh bien, est-ce que tu estimes qu'on a pillé la banque jusqu'au dernier centime sans recourir à quelque diablerie? Salpêtre. Il sourit. Par pitié, Majesté, quitte cet air morose. Regarde plutôt ce que je te propose. Le roi. Non, non, il faut en finir. Ce tripot, à qui peut-il appartenir? Les hommes d'une seule voix. Que t'obstines-tu, Majesté? Tu ne pourras que le regretter. Salpêtre, montrant un dessin au roi. Examine plutôt ce projet de monument. Je crois que tu seras content. C'était le dessin d'une immense statue qui le représentait justement lui, le roi Léonce. Et comme les ours, eux aussi, sont pétris de chair et de vanité, voilà que toutes les préoccupations du roi s'évanouissent d'un seul coup. Et Léonce se laisse avoir à la représentation de sa propre personne. « Oh, mon bon Salpêtre !» s'écrie-t-il, ému. Il est plein d'émotion. « Je ne mesure qu'à présent l'étendue de ton affection. Dire qu'un instant j'avais douté de toi. Oh !» Vous imaginez, Salpêtre brosse l'ours Léonce dans le sens du poil et il accepte tout de lui. Et sur le champ, il oublie tout le reste. Cette fois, bien que nous répugnions à l'admettre, il faut reconnaître que le roi Léonce manifesta une bien grande naïveté. La pensée de ce monument lui fit perdre littéralement la tête. Les autres préoccupations disparurent comme par enchantement. Eh bien quoi d'Ambrosis? Quel crime, quel tripot! Léonce expédia aussitôt un bataillon d'ours dans la montagne pour chercher le marbre nécessaire, engagea des ingénieurs, des maçons et des tailleurs de pierre et donna ordre de commencer les travaux. Donc il oublie tout ce qu'il devait faire, toute la justice qui le ferait grandir bien plus qu'une statue. Pierre à pierre, l'immense statue commença bientôt à s'élever au sommet d'une colline qui surplombait la ville. Elle serait visible à des dizaines de kilomètres de distance. Des centaines d'ours travaillaient jour et nuit, et de temps en temps le roi visitait le chantier, son chambellan lui fournissant alors toutes les explications qu'il pouvait souhaiter. Bien vite, pierre après pierre, on arriva à la tête. Le museau de l'ours gigantesque commençait à se profiler contre l'azur du ciel. À bord de ballons captifs et de petits dirigeables, les ingénieurs volaient au-dessus de la ville pour juger de l'effet. « Mais pourquoi a-t-on fait ce museau si long ?» pensait Léonce. « Je n'ai jamais eu le museau si long. On dirait plutôt celui de Salpêtre vu de loin. » Cependant, il n'osait pas le dire tout haut.
ne voulant froisser personne, et la statue déjà dominait majestueusement la ville. Le golfe et la haute mer. L'inauguration pourrait bientôt avoir lieu. Mais comme il est écrit que dans la vie, on ne peut jamais être tranquille, excusez-moi, je ferme la porte parce que des gens hurlent. Mais comme il est écrit que dans la vie, on ne peut jamais être tranquille, voilà qu'un petit groupe de pêcheurs arrive sur la place, en proie à une vive terreur. « Au secours !» crie-t-il, « c'est la fin !» Un immense serpent de mer vient d'arriver, raconte-t-il. Et sortant des flots, son coup démesuré pour atteindre la rive, il a déjà englouti 3 maisons et une petite église, curé et sacristain compris. Curé, c'est le monsieur qui dit les messes dans une église. Le sacristain, c'est celui qui assiste le curé. Et voici ce que l'on peut voir de la statue de l'ours Léonce. Pour apaiser le chagrin de son roi, le chambellan salpêtre fait édifier un gigantesque monument en son honneur. Mais la joie est de courte durée. En bas, à droite, apparaît en courant un groupe de pêcheurs épouvantés qui doivent être porteurs d'une mauvaise nouvelle. Là, nous savons déjà ce qui s'annonce.